Le Congrès du sommeil 2012 est vraiment la manifestation de l'année concernant les pathologies du sommeil, alors dans leur ensemble, c'est-à-dire toutes les pathologies les plus fréquentes, l'insomnie, les troubles respiratoires au cours du sommeil, mais aussi les problèmes sociétaux liés au sommeil, en gros la privation chronique de sommeil, avec toutes leurs conséquences à la fois sur le plan cognitif, sur le plan de la qualité de vie des patients et en population générale, et puis aussi des conséquences cardio-métaboliques pour l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Donc on couvre l'ensemble de ces champs avec des présentations scientifiques de très haut niveau, des orateurs internationaux de grande reconnaissance, mais aussi des aspects très pratiques et de formation pour les médecins de terrain, pour des techniciens, pour des personnels paramédicaux. Il y a de l'actualité sur des nouveaux traitements, par exemple sur la stimulation de l'hypoglosse dans les apnées, qui est une nouvelle technique chirurgicale. Il y a de l'actualité sur les mécanismes, avec un orateur qui vient de Toronto, qui est le docteur Bradley, qui va parler des mouvements de liquide et des relations avec les apnées. Il y a une conférence ce matin de très haut niveau sur les états de conscience, qui est vraiment des choses magnifiques sur l'état végétatif, qui n'est pas aussi végétatif qu'on peut le croire dans la population en général. Vous voyez, il y a beaucoup d'actualités, accessibles aussi au grand public, mais qui concernent également les scientifiques, et avec une capacité à mettre tout ça en perspective, je crois, dans ce congrès. Le Congrès du sommeil 2012 est un bon cru à Bordeaux. Nous dépassons les effectifs des années précédentes avec plus de 2400 spécialistes du sommeil venus de toute la francophonie. Nous sommes très heureux cette année d'accueillir des nouvelles populations, comme par exemple les dentistes, dans le cadre de la Société dentaire de médecine du sommeil, et puis des spécialités de plus en plus transversales, telles que plus d'ORL, plus de cardiologues qu'auparavant, et donc une transversalité qu'on apprécie beaucoup dans le sommeil, avec des gens qui sont capables de passer de l'animal à l'homme, de passer du cœur au somnambulisme, donc une grande famille qu'on apprécie beaucoup de voir se former petit à petit d'année en année et qui est de meilleur en meilleur. La Société française de médecine dentaire du sommeil a été créée en janvier 2012 avec comme objectif de créer des réseaux de soins, de promouvoir des réseaux de soins avec les médecins du sommeil et les odontologistes formés, de promouvoir la recherche clinique et de s'intégrer dans le grand mouvement de la médecine du sommeil en France. En effet, un congrès comme le congrès de la SFRMS, c'est le lieu où on va pouvoir faire se rencontrer des gens d'origine médicale, dentaire complètement différents, autour d'une même pathologie, autour de la prise en charge d'une même pathologie qui est pour nous le trouble respiratoire du sommeil. C'est l'endroit parfait pour établir ces échanges. Mon coup de cœur cette année, c'est le travail de l'équipe de Lynn sur l'éveil lié à l'attirance sexuelle chez les souris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un monsieur souris dans une cage où normalement il doit dormir, et puis en face, à travers une petite grille perforée avec des trous, ils ont mis une très jolie mademoiselle souris. Et monsieur souris peut voir, peut renifler, mais pas toucher, comme dans un pipe show. Et que fait monsieur souris pendant les 4 heures d'enregistrement? Il est réveillé 49% fois plus que s'il n'y avait pas mademoiselle souris. Et c'est un éveil très intéressé qu'on a essayé de caractériser. L'éveil émoustillé, l'éveil libidineux quand il y a une ouverture. Et il a essayé de savoir qu'est-ce qui déterminait cette forme d'éveil. Et pour ça, il a utilisé des modèles de souris qui sont déficientes sur certains systèmes d'éveil, l'hypocrétine, l'histamine ou les deux. Et celles qui ont juste un déficit en histamine ou en hypocrétine continuent à avoir ce type d'éveil d'attirance sexuelle, alors que celles auxquelles il manque les deux ne l'ont plus. Auquel cas, cela suggère qu'il y a 2 systèmes redondants pour favoriser ce type d'éveil et favoriser la reproduction. Sinon, s'il n'y avait pas de monsieur et de mademoiselle souris, il n'y aurait pas de petites souris partout.
vous avez eu tort. Seulement 12% ont choisi la mirtazapine et vous avez plutôt porté sur des antidépresseurs comme la fluoxétine et la venlafaxine. Alors, il y a eu 3 études pour la fluoxétine, une pour la venlafaxine qui l'ont aussi impliquée, donc ce n'est pas faux dans l'absolu, mais c'est vraiment la mirtazapine qui a le plus d'évidence. Tout ce qui altère la privation, la qualité ou la durée du sommeil va avoir des conséquences, encore une fois, sur mon affect, mon humeur, ma qualité de vie, mais aussi sur mon cœur, sur mon métabolisme, sur ma prise de poids. Donc vous voyez déjà dans les mécanismes, on a une transversalité. Et donc pour prendre en charge les patients concernés, il va falloir aussi faire des prises en charge combinées avec de l'assistance ventilatoire, de l'hygiène de sommeil, de l'éducation, de la rééducation à l'effort, de l'hygiène alimentaire, de l'hygiène sur la durée du sommeil. Donc transversalité, encore une fois, et des mécanismes et de la prise en charge.